3 placements que les millionnaires utilisent, mais pas vous. Aujourd'hui, on va donc vous montrer 3 placements utilisés par les millionnaires parce que ça peut être très très puissant et qui sont souvent méconnus du grand public, mais pourtant qui deviennent de plus en plus accessibles. On va le voir ensemble. Et pour en parler, qui de mieux que Omar Lamaya, qui est gestionnaire de fortune chez S'Investir Conseil, qui a avant aussi travaillé en banque privée et en gestion de fortune. Donc Omar, tu accompagnes des clients qui ont parfois plusieurs millions d'euros. Effectivement, c'est le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les grandes fortunes. Donc, on va en parler justement et je vais vous montrer les 3 leviers les plus plébiscités par ces grandes fortunes-là. D'ailleurs, grande fortune dans le monde de la gestion de patrimoine, c'est à partir de combien c'est quel montant? Alors, grande fortune, au minimum, on va parler de 5 millions d'euros de patrimoine financier. Alors attention, on parle bien de patrimoine financier et non pas de patrimoine immobilier ou d'entreprise. Donc minimum 5 millions d'euros de patrimoine financier. On a aussi d'ailleurs les très grandes fortunes qui sont... on a d'autres ordres de grandeur à partir de 25-30 millions. Et quel est le plus gros client, entre guillemets, que tu as accompagné jusqu'ici? Alors, notre plus gros client chez S'Investir Conseil aujourd'hui, il a un patrimoine financier de 25 millions d'euros. Alors, c'est des profils type chef d'entreprise, entrepreneur, footballeur des fois. On a aussi des artistes assez souvent et même des personnalités politiques. Premier placement, premier levier, c'est le crédit lombard. Alors, qu'est-ce que c'est que le crédit lombard? C'est tout simplement pouvoir emprunter de l'argent en mettant en contrepartie, en collatéral, ses avoirs financiers, par exemple un compte titre d'action en bourse ou d'ETF en bourse. Et très souvent aussi, ça peut être un contrat luxembourgeois, donc une assurance vie luxembourgeoise ou un contrat de capitalisation luxembourgeois si vous êtes en société. Donc, comment ça marche? C'est très simple. Imaginons que j'ai 100 000 euros sur un compte titre avec donc, des actions. La banque va pouvoir me prêter 60 000 euros, par exemple, et elle va avoir en collatéral donc, les 100 000 euros d'actions en bourse. Elle me prête 60 000 euros. La force du crédit lombard, il y a plusieurs forces. Première force, c'est que ce crédit, il est non affecté. Donc déjà, on peut l'investir sur ce qu'on veut. Ça peut être pour l'investir de nouveau sur des placements financiers. Ça peut être pour acheter un bien immobilier à l'étranger. Parfois, c'est quelque chose qui est demandé parce que se financer à l'étranger, ça peut être très compliqué. Donc voilà, on en fait ce qu'on veut et la banque ne va pas regarder et ne va pas affecter ce crédit. Deuxième avantage, c'est que quand on fait un crédit lombard, ces investissements, donc ces 100 000 euros qu'on a mis en collatéral, continuent de fructifier. Donc, on n'a pas à les sortir, on continue d'avoir cet argent qui travaille, qui est investi, et on a 60 000 nouveaux euros qu'on peut faire fructifier ailleurs. Donc ça, c'est aussi un grand avantage du lombard, c'est que finalement, on a encore ces investissements qui continuent. Troisième avantage du crédit lombard, c'est que c'est un prêt in fine. Donc ça veut dire qu'on ne va rembourser à la banque que les intérêts. Contrairement à un crédit immobilier classique, où on va rembourser le capital plus les intérêts, là, on ne va rembourser que les intérêts. Et en général, un crédit lombard, par exemple, c'est sur 5 ans. On rembourse le capital qu'à la fin, qu'au terme donc, de ces 5 ans. Donc pendant 5 ans, imaginons, j'emprunte 60 000 euros. Je ne paye que des intérêts dessus, donc finalement, c'est des mensualités relativement faibles. Et au bout des 5 ans, je rends les 60 000 euros. Quatrième avantage, et c'est là où ça devient très très puissant, c'est qu'on peut faire rouler son crédit lombard. On a dit que ça durait 5 ans. Finalement, non. Au bout des 5 ans, on peut renouveler son crédit lombard et dire, finalement, je continue d'emprunter ces 60 000 euros, je ne vous les rembourse pas tout de suite, et c'est reparti pour 5 ans. Et on peut faire rouler comme ça, de manière infinie, finalement, ce crédit lombard. Parce que de toute façon, la banque, à n'importe quel moment, si on n'est pas capable de rembourser ces 60 000 euros, elle a la main sur les 100 000 euros qu'on a mis en collatéral. Cinquième avantage, Mathieu, et du coup, très souvent, les grandes fortunes vont utiliser ce levier-là pour financer leur train de vie. Donc, comme tu l'as bien expliqué, le crédit lombard est très puissant. Pourquoi? Ça leur permet d'éviter l'impôt. Tu l'as rappelé tout à l'heure, on a l'assurance vie avec des actifs dedans. Si ils utilisent l'assurance vie, donc ils vendent des actifs qu'ils détiennent au sein de l'assurance vie, s'il y a des plus-values, ça va déclencher de l'impôt. Si au contraire, ils font un crédit lombard et qu'ils financent leur train de vie grâce à ce crédit-là, évidemment, c'est un crédit, il n'y a pas d'impôt
d'impôt tout court sur le crédit. D'un côté, on a nos investissements qui continuent de fructifier et de marcher, et de l'autre côté, on a un capital, une dette qui va nous servir à financer notre train de vie sans impôt, sans frottement fiscal. Le calcul est relativement simple, c'est-à-dire que si on a besoin de 60 000 euros, on va préférer payer, imaginons le taux du crédit Lombard, d'ailleurs, petit aparté, mais taux de crédit Lombard, il faut compter à peu près le taux très court terme sur les marchés interbancaires, donc taux Ester, plus un spread en général 1%. Et donc, il vaut mieux payer 4% sur 60 000 euros plutôt que payer, imaginons sur un compte titre, 30% de flat tax sur une plus-value et donc payer vraiment bien plus d'impôts que ce qu'on paierait là juste sur des intérêts. Et en plus de ça, avec le crédit Lombard, comme on disait, nos investissements continuent de fructifier. Dernier avantage, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, effectivement, le crédit Lombard peut aussi se faire au travers de la société, avec un contrat de capitalisation luxembourgeois par exemple. Et dernière chose, le crédit Lombard aujourd'hui, il est relativement accessible puisqu'on a vu par exemple Boursorama faire une offre sur le Lombard, je crois qu'il s'appelle My Lombard. Et donc ça peut être accessible si aujourd'hui vous avez un compte titre ou un PEA chez Boursorama, vous pouvez faire une simulation et voir quel montant ils pourront vous prêter. En général, évidemment, les meilleurs crédits Lombard ne se retrouveront pas en France. Ça sera plutôt avec des comptes d'investissement suisses, souvent luxembourgeois. Et donc forcément, c'est plus accessible à une clientèle fortunée, forcément. Dernier point du coup, attention, on rappelle à nos auditeurs, ça reste un crédit. Donc ça peut être un levier très puissant, mais il faut bien savoir l'utiliser. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais évidemment, l'idée, ce n'est pas d'acquérir ou d'acheter des passifs avec, auquel cas, ça ne va pas vous aider. Au contraire, ça va plutôt fortement vous handicaper sur votre patrimoine. Acheter des passifs ou acheter aussi partir sur de la spéculation, des investissements très risqués. Voilà, c'est 60 000 euros. Un jour, il faudra les rembourser. Et il peut y avoir des appels de marge si également votre portefeuille de 100 000 euros commence à descendre et à devenir 90, 80, 70. La banque pourrait vous demander de renflouer ce compte-là pour que le collatéral reste suffisant pour elle. Donc attention, évidemment, ça reste un crédit, ça reste risqué, ça a manié avec précaution et n'hésitez pas évidemment à vous faire accompagner si besoin. Deuxième levier, Mathieu, c'est le private equity. On essaie de démocratiser le plus possible cette classe d'actifs-là qui reste quand même assez méconnue comparée au marché actions ou d'autres classes d'actifs. Alors ce qu'il faut savoir sur le private equity, c'est que c'est la classe d'actifs la plus performante historiquement. On parle d'un rendement annualisé d'à peu près 14% par an. Donc on fait bien largement mieux que les ETF ou le marché action. Pour info, il faut savoir que les grandes fortunes ont en moyenne 23% de leur patrimoine détenu en private equity, donc investi en private equity. Donc il n'y a pas de secret, si elles en font un axe majeur de leur stratégie patrimoniale, c'est qu'il y a vraiment des atouts à aller chercher et on peut s'en inspirer. Et maintenant, le private equity est devenu beaucoup plus accessible qu'auparavant. Auparavant, on parlait de tickets d'entrée de 5, 10, 50, 100 millions. Aujourd'hui, on a des tickets d'entrée beaucoup plus accessibles pour le commun des mortels. Effectivement, le private equity devient de plus en plus démocratisé. Donc, ticket d'entrée aujourd'hui, on va dire, sur le private equity en assurance vie, ça va être 1 000 euros. Et si on veut aller chercher vraiment du private equity de qualité institutionnelle, donc de très grande qualité, on va plutôt être sur des engagements de 100 000 euros qui vont être appelés sur 4 ans, 5 ans, donc environ 20 000 euros par an d'investissement pour accéder donc à ce private equity de très grande qualité aujourd'hui. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que le private equity ? Tout est dans le nom finalement. Private equity, c'est de pouvoir acheter de l'equity, donc des actions qui sont non cotées, en opposition à la bourse qu'on connaît tous. Donc la bourse, c'est ce qu'on appelle plutôt le public equity parce que c'est accessible, c'est public. Et c'est coté. C'est coté, exactement. Et le private equity, du coup, c'est privé et ce n'est pas coté. Voilà, donc c'est toutes les actions non cotées, toutes les entreprises non cotées. Évidemment, ce qui est très connu, c'est le monde des startups. Donc, c'est toutes les jeunes pousses, on va dire, sur lesquelles on peut investir. Donc, ça, c'est du private equity. Et c'est un segment qu'on appelle plutôt le capital risque en français. Donc, c'est le segment du private equity un peu le plus risqué. Ensuite, on peut avoir le capital
développement, donc des entreprises qui ont un business model déjà qui fonctionne et qui sont en phase de croissance. Et puis on a aussi le LBO, donc Leverage Buyout, donc là où on peut avoir de l'effet de levier sur des entreprises qui sont assez matures et qui veulent par exemple, qui sont régionales et qui veulent passer à taille nationale. Et puis on a le dernier qui est le capital retournement, donc là c'est plutôt quand ça se passe mal et que du coup des fonds de private equity vont essayer de redresser ces sociétés. Voilà, donc ça c'est le private equity. On rappelle aussi donc forcément les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est quand même essentiel de le rappeler, et que le private equity, donc c'est un investissement long terme, en général autour de 10 ans, et qu'il ne faut absolument pas compter sur ces fonds-là tant qu'ils sont investis. Vous ne pouvez pas retirer. C'est ce qu'on appelle donc la liquidité. Il n'y a pas de liquidité sur le private equity. Donc, si vous investissez 100 000 euros, c'est appelé sur 4 à 5 ans et qu'au bout de la 5e année, vous pouvez déjà avoir des distributions, donc des dividendes qui vont être versés et le fonds va être liquidé finalement sur les 4-5 dernières années. C'est très important aujourd'hui de connaître cette classe d'actifs qui se popularise et qui a un marché énorme, bien plus grand que la bourse, que les marchés cotés. Il y a de moins en moins d'actions cotées et il y a de plus en plus d'entreprises qui se financent par ce marché du private equity, qui intéresse de plus en plus d'investisseurs privés, donc de particuliers, de chefs d'entreprise et qui devient aussi accessible, donc on l'a dit, dès 1 000 euros sur assurance vie. Tu fais bien d'ailleurs de le rappeler, Mathieu, mais le private equity, on s'attend à un rendement élevé et évidemment le rendement, il n'y a pas de rendement gratuit. Si on a du rendement, c'est qu'il y a une contrepartie. Donc, notamment pour le private equity, ça va être les liquidités. Donc, gardez bien en tête toujours le triangle magique de l'investissement. On a du rendement, on a de la sécurité et on a de la liquidité. Il faut bien garder en tête qu'on ne peut pas avoir en même temps ces 3 éléments-là sur un placement. Un placement, on ne peut pas être avec des rendements très élevés, 100% sécurisés et très liquides. Ce n'est pas possible. Voilà, pour donner un exemple, livret A, très liquide, très sécurisé, mais rendement faible. Un autre exemple, la bourse, liquide, rendement élevé, mais du coup, pas sécurisé, on a la volatilité. Pour le private equity, rendement très élevé, mais on va avoir peu de sécurité finalement et peu de liquidité aussi. Dernier point, c'est vrai que très souvent, quand on va parler de private equity, très souvent, dans l'esprit des gens, c'est des startups qui ont du mal à démarrer, qui ne gagnent pas d'argent. Alors, très souvent, ce n'est pas le cas. On a d'autres segments du private equity, comme tu l'as mentionné, et c'est souvent des entreprises, selon le segment, qui sont peut-être même déjà matures, qui gagnent même déjà de l'argent. Voire beaucoup d'argent. C'est juste que certaines entreprises ne sont pas assez grosses pour être cotées en bourse, même si elles pèsent des millions. C'est relativement faible comparé peut-être à un mastodonte comme Apple. Ou alors même pour aller plus loin, il y a des entreprises qui ne veulent pas être cotées en bourse pour différentes raisons, parce que notamment quand on est coté en bourse, l'entreprise a plusieurs contraintes. Donc elle a un cahier des charges à respecter. Donc des fois, les entreprises font le choix de ne pas être cotées en bourse par rapport à ça. Alors on parlait tout à l'heure de grosses entreprises, on peut donner un exemple qui parle à tout le monde. OpenAI avec ChatGPT, c'est une entreprise qu'on ne peut pas acheter en bourse. C'est ce qu'on appelle du coup typiquement du private equity, c'est privé. Peut-être aussi parler de Blablacar, qui va être dans le même scénario, ou Doctolib aussi. Doctolib, on peut aussi citer Conto, Mistral AI, Back Market. Voilà. Ça, c'est des noms un peu connus et qui ne sont pas cotés, donc forcément c'est du private equity. Mais plus généralement, souvent, ça va être des entreprises peu connues du grand public. Parfois, elles opèrent en B2B, donc leurs clients ne sont pas des particuliers, donc les particuliers ne les connaissent pas. Mais il faut garder en tête, effectivement, que ça peut être des très grosses boîtes matures qui gagnent aussi beaucoup d'argent. Et garder en tête que ce n'est pas que des startups qui viennent d'être créées, évidemment. Et je voulais finir donc, sur le private equity en disant que c'est un très bon ratio rendement-risque. Et effectivement, sur notamment le segment LBO, qui a beaucoup fait ses preuves et que les grandes fortunes utilisent beaucoup. Plus que les grandes fortunes, c'est aussi les compagnies d'assurance, AXA, Generali, etc., qui ont une grosse partie de leur portefeuille, puisque il faut comprendre que les compagnies d'assurance ont beaucoup de cash à investir avec les primes qu'elles prélèvent, et aussi des fonds de pension américains, des universités parfois, Yale ou Stanford par exemple aux États-Unis, qui ont aussi des fonds adossés à leur université. Voilà, c'est tous ces institutionnels qui vont avoir du private equity et qui savent que c'est une classe d'actifs majeure qui a fait ses preuves
et qui offre un très joli donc, ratio rendement-risque. Donc effectivement, par rapport à toutes ces raisons, c'est une classe d'actifs indispensable à connaître. Et malheureusement, le constat aujourd'hui, c'est que très très peu de particuliers détiennent, en tout cas ont cette classe d'actifs en portefeuille. N'hésitez pas à vous intéresser à cette classe d'actifs-là. C'est moins d'1% en France d'ailleurs en termes d'investisseurs privés qui ont du private equity. Troisième levier qu'utilisent les millionnaires, c'est investir à travers une société. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point ça peut être puissant. Et ce pour 5 raisons. Première raison, c'est qu'on va pouvoir piloter en fait sa fiscalité et éviter un frottement fiscal. Je m'explique, vous générez du bénéfice au sein d'une société. Au lieu de vous payer en perso et payer par exemple la flat tax 30% et ensuite investir à titre personnel, vous pouvez directement investir en société, éviter donc ces 30% de flat tax. Et donc, si vous avez 100, investir 100 au lieu de pouvoir investir finalement que 70. Et donc ça peut être très puissant. Deuxième avantage d'investir en société, il y a en société des placements très intéressants qui ne sont pas accessibles à un particulier. Donc déjà, on peut avoir plus de cash dans une société finalement et donc on peut avoir accès à des placements style des contrats luxembourgeois ou autres ou du crédit lombard peut-être plus facilement. On peut avoir accès à du financement aussi, donc de la dette peut-être parfois plus facilement. Mais surtout, typiquement, un investissement qui peut être très profitable, c'est l'usufruit de SCPI, où on peut atteindre des taux de rendement interne, donc des rendements finalement allant de 10, 15, parfois 20% net sur la société, parce que quand on investit en usufruit de SCPI, on va notamment pouvoir amortir, diminuer son résultat comptable et donc payer moins d'impôts sur les sociétés. Troisième grand avantage de la société, c'est aussi la fiscalité. Fiscalité, on rappelle, elle est à 15% au début, donc sur à peu près les 40 premiers 1000 euros, et ensuite elle est à 25%, ce qui est bien inférieur à la fiscalité en perso, qui part de 0 certes, mais va rapidement à 11, puis 30, 41 et 45%. Donc là, on a une fiscalité qui est quand même maîtrisée. Quatrième avantage quand on investit en société, et surtout si on a plusieurs sociétés, on va pouvoir piloter avec une holding ces investissements et pouvoir faire remonter du cash de sociétés filles. Ça peut être donc des SCI qui détiennent de l'immobilier, ça peut être une société commerciale, et on va pouvoir ensuite faire remonter ça sur la holding. Alors il y a des montages, il y a régime Murphy, il y a intégration fiscale, voilà, vraiment on peut aller loin, et puis même on peut faire des management fees, on peut aller loin pour optimiser tout ça, optimiser donc la structuration du groupe de sociétés, et ça peut être aussi très 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 puissant. Cinquième avantage, c'est la transmission d'une société aussi. Exactement, la transmission, on a des dispositifs qui sont propres des fois aux entreprises, qui sont beaucoup plus avantageux la plupart du temps que les dispositifs qu'on a pour une personne physique. Je pense notamment au pacte du trait qui permet de transmettre son entreprise avec un abattement de 75%. Donc sur une valeur de 100, l'administration fiscale va considérer une transmission de 25 au lieu de 100. Voilà, donc ça peut être effectivement un grand levier de transmission aussi de patrimoine à la société. Tu as parlé du pacte du trait, mais on pourrait aussi parler du démembrement, par exemple, de propriété. Et plus basiquement, une société étant composée de parts, c'est aussi beaucoup plus simple de diviser si on a 2, 3 enfants. D'ailleurs, on peut combiner toutes ces solutions. Le pacte du trait, on peut le combiner avec du démembrement, donc c'est encore plus puissant. On peut aller très loin. Oui. Voilà, donc c'était 3 leviers. On aurait pu en citer d'autres. On a cité 3 principaux leviers que peuvent utiliser les millionnaires. C'est des leviers qu'on connaît bien. On accompagne donc chez Saint-Vastir Conseil des gens parfois qui ont plusieurs millions d'euros. Voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs de découvrir notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, donc Saint-Vastir Conseil, on mettra un lien en description. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions sur les sujets qu'on a abordés ou si vous avez des idées de prochaines vidéos qu'on pourrait faire avec Omar. Merci beaucoup Omar. Merci Mathieu.